Je crois qu'il faut d'abord se rappeler que la planète nucléaire est à un moment un petit peu particulier de son histoire, puisque nous fêtons ce mois de juillet 2018 les 50 ans de l'ouverture à la signature du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Donc c'est l'occasion pour l'ensemble de la communauté internationale, puisque quasiment tous les États ont ratifié ce traité, comme État doté de l'arme nucléaire ou comme État non doté, de faire un point sur l'état de la planète nucléaire et de la place de l'arme nucléaire dans les rapports entre puissances, dans les doctrines de sécurité des grands États. Alors, les trois grandes idées fausses, selon moi, sur ce sujet aujourd'hui sont, d'une part, que le monde s'acheminerait aujourd'hui vers la fin de l'arme nucléaire. Cette idée a animé un certain nombre d'États l'année dernière, en 2017, dans la négociation et la formulation d'un traité d'interdiction de l'arme nucléaire qui a été signé à New York à l'été 2017 et dont on attend encore qu'il rentre en vigueur puisqu'il faudrait pour ça des ratifications qui ne sont pas suffisantes. Cette idée-là est totalement fausse parce que, au contraire, on assiste plutôt à une renucléarisation des grandes politiques de sécurité des États dotés et à des questionnements de tout un tas d'États sur la possible relance de programmes nucléaires dans le cadre de leur politique de sécurité et de défense. Et par ailleurs, ce traité d'interdiction a été signé par finalement relativement peu d'États. Tous les États dotés n'y ont pas, aucun État doté n'en a fait partie, n'en fera partie, et tous les États qui sont sous parapluie nucléaire des États-Unis ne l'ont pas signé, se sont abstenus et s'abstiendront de le signer. Et donc la réalité stratégique de ce traité ne sera pas, ni aujourd'hui, ni dans l'avenir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que pour plus de 100 États dans le monde, c'est tout de même pas rien, qui sont tous des États non dotés de l'arme nucléaire, cette négociation et cette volonté a signifié pour eux une exaspération très forte à l'égard de leur perception d'un retour de l'arme nucléaire dans le monde. Et ça me conduit à cette seconde idée fausse, selon moi, qui verrait l'arme nucléaire reprendre la place qui fut la sienne au cours de la guerre froide. Et par conséquent, il suffirait de réouvrir nos manuels de stratégie des années 60, 70 et 80 pour comprendre aujourd'hui le monde à l'aune du retour de l'arme nucléaire. Il faudrait comprendre la grammaire nucléaire, pouvoir avoir une bonne lecture des relations stratégiques entre États grâce à cette grammaire nouvellement comprise. Je n'y crois pas du tout non plus, dans la mesure où l'affrontement bipolaire est terminé, dans la mesure où le monde bipolaire, ce qui structurait le monde, est fini, et que la multipolarisation en cours du monde fait que les lectures stratégiques des rapports entre États sont beaucoup plus complexes, en particulier parce que les États ont des politiques d'alliance et de partenariat beaucoup plus opportunistes et beaucoup plus pragmatiques qu'elles ne l'étaient par le passé. Donc cette lecture des arcanes de la pensée de la dissuasion est certainement nécessaire, mais tout à fait insuffisante pour comprendre le monde d'aujourd'hui et les rapports entre puissances. Et la troisième idée fausse, selon moi, une idée fausse, disons, importante, c'est que, en contrepoint du fait de cette résurgence de l'arme nucléaire dans les relations internationales, l'arms control, ce qu'on a traduit en français par la maîtrise des armements, cette volonté de limiter le volume de la violence dans les relations internationales, serait en perte de vitesse. On verrait la fin de la non-prolifération, la fin des efforts de lutte contre la prolifération, la fin du désarmement. Tout à fait au contraire. Je crois justement qu'avec cette réaffirmation réelle de l'arme nucléaire dans les relations entre États et dans les doctrines de sécurité des grands États dotés de l'arme nucléaire, il est absolument impérieux de repenser aujourd'hui ce que doivent être les encadrements
les cadres de l'arme nucléaire et par conséquent précisément l'arms control, les mesures de confiance et de sécurité, la limitation quantitative des armements, des portées, etc., les mesures de transparence. Et donc je crois que nous sommes entrés dans un temps de renouvellement, au contraire, de l'arms control nucléaire et d'une très grande pertinence de l'arms control nucléaire, à la différence de ce qu'on avait vécu entre, disons, 2000 et 2010-2012, qui était effectivement une érosion de la non-prolifération et du désarmement. Aujourd'hui, ça retrouve sa pertinence. Il faut repenser ces instruments de maîtrise du volume de la violence à l'aune de ce qu'est l'arme nucléaire aujourd'hui, qui n'est pas ce qu'elle était dans les années 70 et 80. Voilà 3 idées fausses assez importantes selon moi. Synthétiser la salience, l'importance des armes nucléaires dans les relations entre États aujourd'hui, selon moi, c'est au moins avoir à l'esprit 3 grandes idées. La première idée importante, c'est que, de fait, qu'on le veuille ou non, les grands États dotés de l'arme nucléaire, au sens du traité sur la non-prolifération, que sont les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine, sont en train de moderniser ou de mettre à niveau, selon les terminologies que l'on emploie, leurs moyens, leurs forces de dissuasion dans la quasi-totalité de leurs composantes. Et ça, c'est vrai, quels que soient les États. Pour les États-Unis, la Nuclear Posture Review, c'est-à-dire l'examen de posture nucléaire pour les 5 à 10 prochaines années, a été publié par le Pentagone au début de février 2018. Les Anglais sont également en cours de modernisation de leurs composantes. Les Français, on le sait depuis la présentation de la loi de programmation militaire 2019-2025 en février dernier, sont également dans un processus d'augmentation des budgets de la dissuasion qui va prendre au moins une petite dizaine d'années avec un pic autour de 2025-2026. Cette loi a été adoptée en première lecture à la fin du mois de mars par l'Assemblée nationale et est en ce moment en cours d'examen par le Sénat, et par conséquent, il faut s'attendre là encore à une remise à niveau des composantes aéroportées et des composantes navales. C'est vrai également de la Chine et c'est vrai de la Russie, et depuis le début des années 2000, et en ce qui concerne la Chine, depuis les années 80. Donc par conséquent, on est dans un processus général de réévaluation de l'arme nucléaire dans les arsenaux des États dotés, et parallèlement, le rôle de cette arme nucléaire dans les doctrines de sécurité des 5 États dotés n'a pas décru. Par conséquent, il est important d'avoir en tête que cet état de fait se consolide. La modernisation et la mise à niveau des équipements est une donnée réelle pour tout le monde, et pas seulement pour les Russes, et pas seulement pour les Chinois. Donc ça, c'est une première idée importante. La deuxième idée assez importante, alors que nous sommes en pleine actualité des crises de prolifération iranienne et nord-coréenne, surtout à la veille possiblement d'un sommet important bilatéral entre les États-Unis et la Corée du Nord, il est important d'avoir en tête un petit peu de mise en perspective historique. Dans l'histoire des 60 dernières années, l'histoire de l'arme nucléaire, aucun État n'a dénucléarisé, n'a démantelé, n'a désarmé son programme, sauf cas de rupture historique majeure. C'est l'Afrique du Sud et le changement de régime, la fin de l'apartheid en 1991, et c'est pour l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan la chute historique du communisme et le démantèlement de l'URSS et donc le rapatriement des armes à la maison mère, si je puis dire, en Russie. Et hors ces 4 cas, il n'y a jamais eu de dénucléarisation d'une politique de sécurité d'un régime qui ne changeait pas. À bon entendeur, salut, alors qu'on s'attend à un processus de dénucléarisation de la Corée du Nord. Je n'y crois pas du tout. Sauf à ce que le petit-fils Kim ait décidé de lancer une grande démocratie libérale dans son pays, ce qui m'étonnerait. Donc ça, c'est la deuxième idée importante selon moi. Il n'y a pas de dénucléarisation dans l'histoire sans changement de régime et sans rupture historique majeure. Et une troisième clé de lecture, toujours aussi importante aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé, c'est que l'arme nucléaire reste
une clé de lecture déterminante des relations entre puissances. Et cela n'a pas décru. Cela est vrai, on l'a vu, en Corée du Nord. Si la Corée du Nord est une crise de prolifération non résolue, c'est précisément parce que ce petit pays se situe dans un triangle stratégique de 3 États nucléaires divergents, voire en rivalité, qui fait que tout le monde a les mains liées. C'est vrai si l'on se réfère à la crise syrienne, qui perdure précisément parce que l'allié russe, qui est une puissance nucléaire, empêche que des solutions militaires soient adoptées ou aillent dans le sens qui prendrait le sens d'une escalade qui serait in fine nucléaire. Et par conséquent, à chaque fois qu'un conflit ou qu'une rivalité peut s'exacerber, on voit bien que l'arme nucléaire reprend immédiatement le rôle qu'elle a toujours eu depuis le début, c'est-à-dire à la fois d'un stabilisateur régional et en même temps, d'une certaine manière, un empêcheur. Un facteur qui empêche de débloquer une situation ou qui permet une rivalité de basse intensité, comme par exemple sur le théâtre syrien. Donc ça, je crois que c'est important aussi d'avoir en tête que l'arme nucléaire est toujours extrêmement structurante des relations entre puissances, en particulier dans des cas de crise.